sommes tous guettés par un danger qui est donc la déréglementation climatique. Qu'est-ce qui explique cette situation? Les aspects scientifiques nous seront développés dans quelques instants par un professeur des universités. Il s'appelle Albert Kabasele, l'expert physicien Task Force Climate Change, qui signifie donc un groupe d'experts qui travaillent sur le changement climatique pour le compte de la conférence des parties. Expert fond vert climat en RDC, M. Albert Kabasele Yenga a un cursus de titan. Marié à Mme Detinga Lula et père de 5 enfants, il est négociateur de Task Force Climat en RDC, pré-conférence de parti COP, Cancun, Bonn, Durban et Paris pour ne citer que cela. Professeur dans plusieurs universités de la RDC, il est encadré au laboratoire de télédétection à l'IGC Gombe. Parmi ses publications, on peut citer Le temps héliopluviométrique sur la ville de Kinshasa, un ouvrage rendu disponible en 2013. Autre ouvrage publié en 2009 qui porte sur l'utilisation des données spatiales pour la modernisation climatique en RD Congo. Enfin, il publia en 2006 l'observation spatiale de la déforestation en RD Congo et de la désertification au Maroc, une étude comparative par télédétection Landsat. Monsieur le professeur, un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau écran vert. Merci beaucoup. C'est une première invitation. Oui. Et nous parlons aujourd'hui des aspects scientifiques qui expliquent au fait de la déréglementation climatique. S'il faut partir de la genèse, comment nous sommes arrivés à ces situations, comment ça s'explique et tout ça. Et merci mademoiselle Bibiche pour cette invitation qui me permet de parler à notre nation d'une question d'actualité, donc le changement climatique. Et d'entrée de jeu, il faut que vous le sachiez, ce n'est pas un mythe. Le changement climatique n'est pas un mythe, c'est une réalité. Donc cette réalité rattrapera tout le monde, mais à son temps. Et nous devons tous y faire face. Ça rattrape déjà, mais... Et ça nous rattrape déjà. Et ça nous rattrape même sur le plan financier, sur le plan sanitaire et même sociopolitique. Alors, le monde n'était pas créé instable. Le monde, quand il a été habité, il était stable du point de vue énergétique. Donc, le monde est une énergie. Et cette énergie se transforme sous plusieurs formes des autres énergies. Et quand la masse se transforme en d'autres formes d'énergie, cette transformation doit se conserver. C'est-à-dire, la loi de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se gagne, doit s'appliquer en termes physiques sur les différentes transformations en énergie. Nous étions un Big Bang, nous étions une masse d'énergie qui a explosé pour engendrer des amas de galaxies. Mais cette explosion, c'est expliqué par quoi? C'était un besoin, c'est quoi? C'est l'instabilité des Big Bang. Donc quand une masse, une matière devient gigantesque, éléphantesque, elle devient instable et elle doit éclater pour tendre vers des matières beaucoup plus stables. Et les matières les plus stables qui ont été engendrées par l'explosion du Big Bang, ce sont les galaxies. Et nous, nous appartenons à une galaxie que nous appelons en cosmologie physique la Voie lactée. Et dans la Voie lactée, nous sommes ce qu'on appelle le système solaire. Et dans le système solaire, nous sommes la Terre. Et la Terre a une masse de 5,9, 10 exposant 24 kg. Et elle tourne autour du Soleil à une distance universelle qu'on appelle une unité astronomique. Et la Terre a une atmosphère qui est stratifiée en 4 couches. La troposphère, la stratosphère, la thermosphère et l'ionosphère. Et cette couche atmosphérique qui s'étend sur 100 km autour de la Terre est riche. Mais toutes les couches n'ont pas le même rôle aussi. Oui, toutes ces couches n'ont pas le même rôle. Mais le climat dont nous allons parler tout à l'heure
et ces règles et ces dérègles se transforment dans les 20 premiers kilomètres de l'atmosphère, donc dans une couche qu'on appelle la couche troposphérique. Et cette couche est riche en air. L'air qui est à 79% azoté et 21%. Une quantité abondante. Oui. L'azote signale la présence de la vie. Partout où il y a l'azote, il y a la vie, il y a la biosphère qui peut s'y développer. Et nous utilisons le 21% d'oxygène. Et ces 21% d'oxygène, nous les digérons dans nos poumons, nous les animons pour rejeter le CO2 et les arbres aussi leur rôle à jouer. Récupèrent ce CO2 pour nous retourner l'oxygène. Voilà l'équilibre. Et cet équilibre a fonctionné comme ça il y a 600 000 ans d'années avant Jésus-Christ. Et quand l'homme a commencé à produire de l'énergie, quand l'homme a voulu fabriquer les métaux, tailler les lances pour attraper les gibiers, brûler, cuire les aliments, alors il y a eu ce qu'on appelle un excédent de gaz à effet de serre. Donc ce sont en fait les besoins les plus pressants qui se sont exprimés. Donc il était important que l'homme fasse... Justement. Donc là, j'ai sauté une très très longue étape. Parce que l'effet de serre qu'on est en train de condamner aujourd'hui n'est pas toujours une mauvaise chose. La vie a explosé sur Terre grâce au premier effet de serre. Expliquez-vous. C'est-à-dire que la Terre a libéré une quantité suffisante des eaux, parce que la Terre était couverte par les eaux, et ces eaux, par vaporisation et par rayonnement solaire, se sont vaporisées pour constituer une couche de vapeur d'eau autour de la Terre. Et le premier gaz à effet de serre, l'effet de serre naturel, est provoqué par la vapeur d'eau. Et c'est quoi? Le rayonnement solaire a 4 spectres. Il y a les UV, les ultraviolets, il y a le bleu, il y a le vert, il y a le bleu, et donc le rouge, et il y a l'infrarouge. Mais vous avez également parlé des différentes couches et chacune des couches a son rôle. Oui, chacune des couches a son rôle, mais nous devons nous restreindre à une couche qui est la première dans le 20 premiers kilomètres, qu'on appelle la couche troposphérique, parce que c'est elle qui est déterminante dans le changement climatique. C'est là où se concentrent des gaz à effet de serre, c'est là où se concentrent les aérosols, c'est là où se concentre la vapeur d'eau et les nuages, et c'est là où la vie s'est développée d'ailleurs, et c'est là que le climat est en train de gérer l'humanité. Donc la couche troposphérique est importante. Bien sûr, on peut parler du climat au niveau de la couche de stratosphère, au niveau de la thermosphère et même de l'ionosphère, mais ça n'a pas un impact direct sur la vie humaine parce que nous vivons dans la première couche qui est proche de la Terre, les 20 premiers kilomètres. Donc, au-delà, oui, au niveau de la couche qu'on appelle la stratosphère, il y a la couche d'ozone qui est très importante pour arrêter le passage des ondes qu'on appelle les ultraviolets, mais au-delà de l'atmosphère, il y a une autre couche qui filtre les ondes de haute énergie qui n'appartiennent pas à l'atmosphère, qu'on appelle la magnétosphère. La magnétosphère est dans... Renvoie le mauvais rayonnement. Oui, elle dévie, c'est un champ magnétique qui dévie les particules haute énergie, les particules ioniques, des protons, des électrons haute énergie qui viennent du vent solaire. Elles sont déviées pour qu'elles ne pénètrent pas dans l'atmosphère au niveau de l'exosphère. Et voilà. Tout était bien géré, tout était bien calculé. Voilà. Vous voyez, il y a 2 filtres. Le créateur a mis le filtre qu'on appelle magnétosphère et le filtre qu'on appelle couche d'ozone. Et le premier filtre, c'est pour chasser les ondes haute énergie et les ondes ioniques, pour chasser les quasars, les pulsars, qui allaient carrément détruire la vie sur Terre. Et le deuxième filtre, c'est la couche d'ozone qui est au niveau de stratosphère, à 50 km de la Terre. Et elle a pour rôle de bloquer les mauvais rayonnements solaires
ultraviolette. Ainsi, seul le bleu, la bande bleue de la lumière, la bande verte et la bande rouge et infrarouge pénètrent jusque sur la Terre. Et il y a ce qu'on appelle en physique le phénomène de diffusion. La diffusion des mi, la diffusion des râlés et la diffusion non sélective. Vous êtes physicien, on n'en disconvient pas, mais c'est d'expliciter pour permettre à nos téléspectateurs de retenir quelque chose. Les particules de vent solaire rebondissent dans l'atmosphère comme des balles de tennis, en diffusant dans tous les sens. Donc, le rayonnement solaire qui entre dans l'atmosphère doit repartir de la Terre, toujours pour qu'il y ait ce qu'on appelle le principe de conservation de la matière et de l'énergie. Donc, il y a l'absorbance, il y a la matière qui absorbe, qui libère et qui réfléchit. Et les particules, le rayonnement solaire réfléchit dans sa totalité, dans le bleu, dans le vert et dans le rouge. Mais l'atmosphère, ayant été couverte par un nuage d'eau, une vapeur d'eau, dans les premières heures après le Big Bang, après l'apparition du système solaire dans la Voie lactée, cette eau, cette vapeur d'eau, emmagasine, refuse à ce que les infrarouges puissent sortir de l'atmosphère. Ainsi, la vapeur d'eau se comporte comme une braise. Elle avale les ondes, les longueurs d'onde maximales qu'on appelle les infrarouges, qui sont piégées autour de la Terre et qui ne ressortent pas après diffusion. Ainsi, et là, il y a augmentation. La vapeur d'eau a augmenté les températures et cette température a réchauffé la Terre. La Terre était froide, contrairement à ce que les gens pensent. Elle était à moins 14 degrés Celsius avec un albédo de 7%. Là, c'est avant Jésus-Christ. Justement avant Jésus-Christ. C'est même beaucoup de temps, beaucoup de millions d'années avant Jésus-Christ. Donc, l'albédo, ça veut dire le rapport du rayonnement réfléchi par rapport au rayonnement emmagasiné par une matière. Donc, vous, par exemple, quand le soleil vous frappe, vous renvoyez 66% de rayonnement et vous avalez 34%. Donc, c'est ça votre albédo. Votre albédo, c'est que vous ne consommez pas tous les rayonnements, vous renvoyez une partie. Et alors, à l'époque, comme la Terre était couverte par les eaux, même la Bible l'a dit, il y avait des eaux. Les eaux sont des matières noires par excellence. Elles avalent beaucoup d'énergie. Pourquoi vous les appelez matières noires? Parce qu'elles avalent beaucoup d'énergie et émettent moins d'énergie. L'océan avale beaucoup d'énergie. C'est un corps que Stéphane Boltzmann en physique appelle le corps noir. Le corps noir, c'est un corps qui emmagasine l'énergie solaire, qui atteint l'équilibre thermique et qui rediffuse cette énergie à sa propre température. Alors, l'albédo de la Terre a augmenté à cause de l'effet de serre de 7% à 34% aujourd'hui, ce qui a rendu la Terre habitable grâce au premier effet de serre. La vie a pu commencer sur Terre, la Terre était devenue comme une matrice, comme une couveuse, et la vie a pu germer dedans, c'est ce qu'on appelle la biosphère. Donc l'atmosphère est biosphérique parce que grâce à l'effet de serre, il y a la chaleur qui couve. Un environnement propice pour donner vie. Voilà. Cette chaleur qui couve dans l'atmosphère a été une condition sine qua non pour qu'il y ait la vie. Souvenez-vous que partout où on veut créer des germoirs pour des plantes, l'utérus de nos mamans, partout là, il y a la chaleur. Et c'est cette chaleur qui conserve la vie. Alors, ces gaz à effet de serre naturel, la vapeur d'eau, c'est un gaz qui a une durée de plus ou moins 2 à 4 jours. Après 4 jours, la vapeur d'eau doit précipiter sous forme de pluie. Donc, sa durée de vie n'est pas longue et ce phénomène est cyclique.
Le soleil chauffe les océans envoient les eaux dans l'atmosphère, ces eaux bloquent le rayonnement, la Terre se réchauffe un peu et la vie continue, et ainsi de suite, la pluie tombe et le cycle continue. Ce cycle a été perturbé par l'ère industrielle. L'homme était devenu gourmand en énergie. L'homme veut produire beaucoup d'énergie. L'homme fabrique 3 à 4 000 voitures par jour. L'homme fabrique des papiers, la chair à manger, l'agriculture a explosé. L'homme a produit d'autres formes de gaz. Alors si nous comprenons bien, c'est aussi avec l'avènement de la Première Guerre mondiale, déjà où il y avait un besoin important, il fallait à tout prix produire. Voilà. Il fallait à tout produire. Et il y a un homme qui a sonné la sonnette d'alarme, c'est Albert Einstein. Quand est-ce que l'homme a commencé à comptabiliser les données statistiques de l'atmosphère? C'est dans les années 1880. Dans les années 1880, bien sûr, 5 ans avant la conférence de Berlin, l'homme avait déjà commencé à constituer une base de données. Avec la Première Guerre mondiale, dans les années 1914-1917, il fallait produire et les avions, et les armes, et nourrir les troupes, et les véhicules. Alors, on va constater que la concentration des gaz à effet de serre va changer. D'abord, quels sont ces gaz? On ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, dire que la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre dangereux. Non. La vapeur d'eau est un gaz à effet de serre éphémère, propice à l'environnement. La vapeur d'eau, nous la souhaitons. L'effet de serre en soi n'est pas mauvais, mais il y a plusieurs caractéristiques. L'effet de serre naturel, dû à la vapeur d'eau, qui a fait que l'albédo de la Terre augmente et que la chaleur de la Terre monte de moins 14 degrés Celsius à 14 degrés Celsius et que l'albédo quitte de 7% à 34% et qu'il y ait une chaleur normale, moyenne, qui couvre dans l'atmosphère et qui a permis à la vie de commencer, cet effet de serre n'est pas mauvais. Mais l'effet de serre qui est condamné, c'est l'effet de serre engendré par d'autres formes de gaz, surtout d'origine anthropique, ça veut dire dont l'homme est la cause. Ce sont ces gaz. Le premier, c'est le CO2. C'est une braise qui peut faire plus ou moins 2000 ans dans l'atmosphère, en train de piéger les infrarouges pour qu'ils ne repartent pas de la Terre et qu'ils s'emmagasinent autour de la Terre. Évidemment, l'effet que vous avez quand vous avez laissé votre voiture sous le soleil, et quand vous venez pour y entrer, la chaleur qu'il y a dedans, c'est ça l'effet de serre. Donc, les vitres de la voiture bloquent les infrarouges qui sont dedans à ne pas ressortir. Ça entre, mais ça ne ressort pas. Là, il y a un problème. Exactement, c'est ça le rôle néfaste que joue le CO2 aujourd'hui, que joue le gaz méthane, que joue les hydrogénofluorocarbones, ainsi de suite. Ils sont nombreux, ces gaz, d'origine anthropique, et c'est le pétrole qui est sur les bancs des accusés, parce que la plupart de ces gaz proviennent des énergies fossiles. Alors ça, c'est le premier événement qui a donc bougé, qui essaie d'expliquer au fait ces déréglementations climatiques, mais il y avait également la Deuxième Guerre mondiale aussi, parce que là, nous sommes allés de 14 à 14,5% de température. C'était aussi important parce que, allez-y voir déjà la durée et ce que ça a donné comme résultat, c'est inquiétant. C'est très, très important ce que vous venez de dire, Bibiche. C'est-à-dire que dans les années 1914, la concentration de ces gaz à effet de serre, l'origine industrielle et anthropique, donc dont l'homme est responsable, est évaluée à plus ou moins 260 ppm. 260 ppm, ça veut dire 260 grammes de gaz à effet de serre dans une tonne d'air. Donc, 260 particules par million. Et voilà. Et déjà là, dans les années 1914, les statistiques et les modèles climatiques montrent que le réchauffement de la planète était déjà de 0,3 à 0,5 degrés Celsius. Ce qui fait que la température moyenne
que la Terre avait hérité après le premier effet de serre était passé de 14 à 14,3, 14,5 degrés Celsius. Mais jusque-là, l'homme ne pressentait pas ça. La sonnette d'alarme va être sonnée par Albert Einstein après la Deuxième Guerre mondiale, où on va se rapprocher de 260 à 280 ppm, ça veut dire 280 grammes de gaz à effet de serre dans une tonne d'air dans l'atmosphère. Et la température va commencer à monter de manière géométrique, de 0,5 à 0,7, 0,8, voire 1. Et même les nombres d'années, ce n'est plus comme c'était à l'époque. Et donc, ce qui est inquiétant, c'est que certains pessimistes, ceux qui disent que le changement climatique actuel n'est pas dû à l'homme, il viendrait du soleil. Non, c'est faux. Les soleils, bien sûr, l'activité solaire a aussi augmenté au fil du temps, parce que le soleil est une étoile. Et une étoile qui a aussi migré, qui a connu plusieurs étapes. C'était une supergéante. Et après, c'est devenu une géante rouge. Après, c'est devenu une supernova. Et puis après, l'étoile est dans sa phase finale aujourd'hui. On appelle ça une naine blanche. Donc en astrophysique, notre étoile qui est le soleil. Lorsque vous parlez de naine blanche. Naine blanche, ça veut dire que le soleil est déjà en fin de vie. Donc notre soleil ici a vieilli et qu'il pourra mourir un jour en moins de 6 milliards d'années. C'est-à-dire, ça sera quoi la suite? En moins de 6 milliards d'années, en moins de 6 milliards d'années, notre soleil, qui est une étoile à hydrogène et qui nous fabrique la lumière par fusion d'hydrogène en combinant 400 000 tonnes d'hydrogène par seconde pour nous produire un quanta, le rayon lumineux qui nous éclaire. Donc notre soleil est en train de vieillir comme une braise se transforme en cendre. C'est la même chose. Donc par fusion d'hydrogène, il transforme l'hydrogène en hélium. On appelle ça la réaction de Bethe, le cycle de Bethe. Et nous voyons que notre soleil a des problèmes avec l'activité atmosphérique. Et l'activité atmosphérique, aujourd'hui, par rapport au soleil, est de 0,005 degrés Celsius par 1000 ans. Le soleil augmente de 0,005 degrés Celsius tous les 1000 ans. Si les changements climatiques actuels étaient liés au soleil, ils seraient lents. Dans les années 90, à Rio de Janeiro, c'est là qu'on va constater qu'il y a un sérieux problème. Il faut tout de suite prendre des dispositions. Voilà. Et que la concentration de gaz à effet de serre a augmenté de 260 à 280 et elle est dans les 320 ppm. Et la température moyenne en excès était de 1 degré Celsius. Il fallait faire quelque chose. C'est-à-dire attaquer la source du réchauffement. Et la source du réchauffement, c'est la production des gaz à effet de serre. Or, les gaz à effet de serre, c'est en fait la facture que nous rendons à l'environnement qui découle des activités humaines pour produire les biens et services. Donc, notre impact carbone pour fabriquer les bijoux, les micros, ces GPS, ces téléphones, ces papiers, ça laisse des traces. Il n'y a pas un seul bien qui existe sur la Terre, fabriqué par l'homme, qui n'ait pas d'impact négatif sur la production du carbone. Limiter l'empreinte carbone des biens et services revient à retarder l'élan de développement des nations, à arrêter certaines machines, à provoquer un chaos dans les emplois et à ralentir l'économie mondiale. Donc s'il faut contourner cela, il faut procéder à la gestion rationnelle. Justement, aujourd'hui, l'équation, c'est comment
produire davantage et comment donc jouer avec la péréquation, la loi de l'offre et de la demande, tout en faisant ce qu'on appelle le développement durable pour ne pas provoquer un chaos avec les générations futures. Et depuis la conférence de Rio dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui, c'est là que toute la problématique des négociations du climat a commencé. Les Nations Unies ont voulu instituer un ordre mondial pour qu'il n'y ait pas une économie sauvage, une industrialisation sauvage après les années 90. C'est quoi industrialisation sauvage? Ça veut dire produire beaucoup, la course aux capitaux et au développement à 2 chiffres. Mais est-ce que ça change aujourd'hui? Peu importe ce que sera le monde demain. Donc, produisons beaucoup, devenons de plus en plus riches, car demain nous mourrons. Et c'est ça le méfait du capitalisme actuel, une course effrénée à la production des biens et des services, et avec des émissions de gaz à effet de serre qui sont en train d'augmenter. En moins de 100 ans, nous sommes passés de 280 ppm à aujourd'hui, nous sommes à 360, 380 ppm en moins de 100 ans. Et que la température mondiale en excès a augmenté. Aujourd'hui, on tend à 2 degrés Celsius de plus. Alors qu'il y a 10 ans, on disait qu'on ne pouvait pas dépasser le seuil de 2 degrés Celsius. Donc, avoir une concentration dans l'atmosphère de gaz à effet de serre qui peuvent durer 2000 ans, 3000 ans, en train de piéger des longueurs d'onde maximales infrarouges et en train de provoquer les chaos de l'atmosphère, des canicules, en train de provoquer des sécheresses, des inondations, des cyclones de catégorie 4, en train de provoquer le dérèglement saisonnier avec un impact négatif sur la sécurité alimentaire. Cela, aucun pays n'est épargné, même si on est un pays développé, mais il faut faire le développement durable. Il faut faire le développement durable, et certes, nous sommes d'accord avec vous. Vous avez plus été sur le plan planétaire, mais essayons maintenant de contextualiser ces thématiques par rapport à notre pays. Par rapport à notre pays, il y a des indicateurs du climat. Le premier indicateur du climat dans notre pays, c'est aussi un indicateur mondial, c'est l'océan. Et notre pays n'a que 35 à 40 km de littoral de l'océan à Mwanda. Là, quand vous êtes à Mwanda, à certains moments d'année, vous avez l'impression que vous êtes à l'intérieur du continent. Le phénomène qu'on appelle brise de mer n'est pas bien vécu. On ne sent pas la fraîcheur de l'océan. Actuellement? Actuellement. À Mwanda, il fait de plus en plus chaud. Et on se demande si on est à côté de l'océan ou pas. Et ça s'explique par quoi? Ça s'explique par la montée de la température des surfaces de l'océan. Un phénomène mondial, mais que nous vivons aussi sur la côte ouest de la RDC. Ce qui fait que le premier constat des changements climatiques, nous les avons à Mwanda. Ou même d'ailleurs, à cause de cette variation de la SST, donc la SST c'est la température de surface de l'océan qui augmente, nous avons l'impression, d'après nos calculs, que l'océan avance vers l'intérieur du continent de 3 mm de pas par an. 3 mm, c'est rien, mais il avance. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Et en 10 000 ans, ça sera quelque chose. Il y a ce qu'on appelle l'érosion du littoral. Et il y a le recul de la mangrove. Et il y a l'inversion de la brise. Ça, c'est à Mwanda. Je prends maintenant les cas des grandes villes. Telles que Kinshasa. Kinshasa, Lubumbashi, même Matadi, Kananga, Kisangani, ainsi de suite. Nous sommes en train de vivre un phénomène unique que nous n'avons pas connu il y a 10-15 ans.
dans nos grandes villes. C'est quoi ce phénomène? Le phénomène des canicules. Entre le mois de novembre de chaque année jusqu'au mois de février de l'année qui suit, après, il y a des températures atroces à partir de 11h jusqu'à 20h. À tel point que les gens passent même des nuits entières dehors. Mais la température, les thermomètres, d'après nos analyses, atteint facilement 38 degrés. Dans certaines communes, on ne dort pas comme Bandal. 38 degrés. Kamalondo, à Lubumbashi, on ne dort pas pendant ces mois-là. 39 degrés, voire 40. Mais ça a des impacts très très négatifs sur la santé des vieillards et des bébés, des femmes enceintes et de ceux qui sont déjà fragilisés par des maladies. On comprend que la déréglementation climatique est une question qui renvoie à une responsabilité collective pour une prise en charge individuelle. Il faudra donc comprendre que l'effort mondial pour lutter contre le changement climatique doit converger pour des intérêts mondiaux. Le professeur Albert Kabasele est notre invité. Nous n'avons pas fini, donc la suite dans notre prochain numéro qui va mettre un focus sur la République démocratique du Congo, ses différentes contributions, comment la République démocratique du Congo joue son rôle, comment il doit être rémunéré sur le plan international. Les arbres sont des pions essentiels de la chaîne de la vie. Et n'oubliez pas les cycles de l'eau. La nature est la force du pays, la bonne gestion de l'environnement fait la force du pays. L'environnement, c'est notre vie. Je me tiens debout en criant pour vous transmettre ce message. Et je vous prie d'attirer votre attention.